Oral questions, questions orales. The honourable. L'honorable député de York-Durham. Argentina. L'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la Corée, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni. Monsieur le Président, un de ces pays n'est pas comme les autres. L'un de ces pays n'appartient pas au reste du groupe. Donc, le premier ministre peut-il nous dire laquelle de ces économies du G20 n'est pas comme les autres? Laquelle est la seule à être en récession? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, comme nous le savons, le monde traverse certaines turbulences. Le Canada n'y fait pas exception. Nous sommes le voisin d'un pays qui a entamé une guerre commerciale injustifiée. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons des mesures qui vont nous permettre de faire croître l'économie canadienne. Mais j'aimerais demander aux députés, parmi la liste de pays qu'il a présentée, dans quel pays aimerait-il mieux vivre autre que le Canada, puisque nous avons d'excellentes perspectives économiques. Vive le Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de York-Durham. Une réponse facile, Monsieur le Président. Le Canada dirigé par un gouvernement conservateur fort. Mais sous ce gouvernement libéral, la mauvaise gestion économique amène plus de mauvaises nouvelles. Nous sommes le seul pays du G20 en récession. Et aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget a affirmé que le premier ministre a 1 % de chance de respecter sa promesse de faire baisser le ratio dette-PIB. Il a diminué ses projections pour 2026 et 2027. Donc, est-ce que c'est une récession ou est-ce simplement une question technique? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, la France. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Je ne peux entendre. Il y a trop de bruit. C'est un peu comme hier et avant-hier. C'est vrai qu'on approche les vacances, là, mais un peu de calme quand même. On va réessayer. L'honorable ministre des Finances. Mr. Speaker, Monsieur le Président, je vais recommencer. Regardons la liste. L'Allemagne, l'Italie, le Mexique, la France, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada, Monsieur le Président. Le Canada aura la deuxième plus forte croissance du G7. C'est le Canada que l'on construit. Le Canada que cette équipe construit. Le Canada que ce premier ministre construit. L'honorable député d'Oshawa. Monsieur le Président, sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Pourtant, depuis des jours, le premier ministre refuse de reconnaître la gravité de la situation. Il fait fi du fait que les Canadiens s'inquiètent pour leur emploi, leur épargne et leur capacité à joindre les deux bouts. Le premier ministre a passé plus de temps à éviter à prononcer le mot « récession » qu'il a passé de temps à expliquer son plan. Le premier ministre va-t-il cesser d'esquiver la question et dire aux Canadiens, oui ou non, sommes-nous en récession ou simplement en récession technique? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, la Chine, le Japon, l'Australie, l'Inde, notre premier ministre a signé des accords commerciaux d'une valeur de milliards de dollars avec ces pays pour créer des emplois ici au Canada. Les Canadiens et les Canadiennes ont élu un premier ministre avec une excellente expérience économique et commerciale. Nous n'acceptons aucun conseil de la part d'un chef qui n'a passé aucune journée à travailler à l'extérieur de la Chambre. L'honorable député d'Oshawa. Monsieur le Président, tout le monde sait que la première chose à faire pour régler un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Les libéraux pensent que récession, c'est comme le mot Beetlejuice, que si on ne le répète pas, la réalité n'existe pas. Mais faire fi de la réalité ne la change pas. Ce gouvernement libéral a passé des mois à dire aux Canadiens qu'ils avaient l'économie à la croissance la plus rapide du G7. La vérité, c'est que nous sommes le seul pays du G20 qui est en récession.
Le gouvernement va-t-il finalement répondre à la question? Le Canada est-il en récession ou est-ce simplement une récession technique? Honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, on aimerait entendre quelque chose de rationnel, de réfléchi, de cohérent, de complet, peut-être même un plan de la part de l'opposition. Peut-être un plan économique, peut-être un plan industriel, peut-être un plan pour la sécurité et la défense. Qu'en est-il des soutiens et des programmes sociaux dont dépendent les Canadiens? Tout ce qu'on entend de la part des conservateurs, c'est de la division. C'est ridicule, Monsieur le Président. Le député de Montmorency, Charlevoix. Avec ce nouveau premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. 3 trimestres sur 4 de contraction économique. La productivité est en recul. Les investisseurs fuient le pays. Les emprunts du gouvernement sont 7 milliards au-dessus de la cible prévue. Aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget a dit que le gouvernement libéral avait seulement 1 % de chance de respecter ses engagements budgétaires. Donc, ma question, elle va être très simple. Est-ce que le premier ministre reconnaît, oui ou non, que la gestion économique du pays est un échec? Honorable ministre de l'Industrie. Clairement, mon collègue n'était pas là avec nous vendredi lorsqu'on était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas loin de chez lui, en fait, dans le secteur de l'aluminium, secteur victime d'une guerre tarifaire impitoyable envers les employés de Rio Tinto et à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et vous savez quoi? On a été capable d'inaugurer une merveille dans le domaine de l'aluminium, AP60, de concert avec la première ministre du Québec. Et en plus, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? On a investi 100 millions de dollars de plus dans une nouvelle technologie, Hélicis, qui va faire en sorte que l'aluminium du Québec va être l'aluminium le plus vert au monde. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. La réalité du vrai monde est la suivante, puis elle vient d'un message de Mathis, un jeune Québécois qui m'a écrit cette semaine. Je voulais simplement vous dire que plusieurs de ma génération commencent à perdre confiance dans l'idée de pouvoir un jour devenir propriétaire. Le prix des maisons, du loyer, du coût de la vie monte tellement haut que j'ai l'impression de courir après quelque chose d'inatteignable. On ne cherche pas la richesse, on veut juste pouvoir arriver dignement après avoir travaillé fort, bâtir son futur sans constamment stresser financièrement. Alors, Monsieur le Président, on est en pleine récession, le plan économique des libéraux ne fonctionne pas. C'est quand qu'ils vont donner un peu d'espoir aux jeunes, pour arrêter de gouverner pour les banquiers, mais gouverner pour le peuple? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'ai beaucoup d'empathie pour des Canadiens comme Mathis. C'est pour ces Canadiens-là, Monsieur le Président, qu'on se lève à tous les jours, qu'on se bat avec des programmes, Monsieur le Président, qui fonctionnent. J'ai pas leur nom, Monsieur le Président, mais il y a 13 500 familles qui se partagent 80 millions dans son comté avec l'allocation canadienne pour enfants. Et il a voté contre. Qu'est-ce qu'il leur dit, Monsieur le Président? Il y a 23 500 de ces citoyens dans son comté qui profitent du régime canadien de soins dentaires. J'ai pas leur nom, Monsieur le Président, mais il a voté contre ces 23 000 personnes dans son comté. Il devrait se raviser, Monsieur le Président, soutenir des mesures qui aident réellement son monde, notre monde. Merci beaucoup. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre abandonne encore la culture. Après avoir abandonné la taxe sur les services numériques l'été dernier sans rien obtenir en retour, hier, il a abandonné la hausse des redevances des GAFAM pour la production culturelle québécoise. Son premier réflexe face à Donald Trump, c'est d'offrir des milliards de dollars en cadeau aux géants du Web, puis de refiler la facture aux contribuables. Ça n'a même pas pris 24 heures de négociation à Washington pour que le premier ministre accepte ce sacrifice-là. Pourquoi il est si pressé de capituler quand il est question de l'avenir de la culture québécoise? L'honorable ministre de l'Identité et de la culture canadienne. Monsieur le Président, au moins les conservateurs ont l'honnêteté de dire qu'ils s'en foutent de la culture, mais voilà le Bloc québécois qui se lève en chambre, coup sur coup, vote contre la culture, c'est-à-dire 750 millions de dollars dans le dernier budget pour Téléfilm, l'ONF, Radio-Canada, j'en passe. Puis là, Monsieur le Président, comble de l'hypocrisie, 600 millions de dollars pour l'industrie de la culture. C'est immense, c'est immédiat, puis ça va être efficace pour nos producteurs de contenu. Merci. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, les 600 millions de dollars du ministre là, sont payés par les citoyens. Le ministre remplace des milliards de dollars de contributions des plateformes comme Netflix par 600 millions de dollars de la poche des contribuables. Donc, peu importe s'ils sont abonnés ou pas, ils vont tous payer. Voilà. Pourtant, les autres pays du monde qui exigent des redevances sérieuses aux plateformes de diffusion, ils n'ont pas vu de hausse marquée des factures. Puis le Québec, lui, il a eu le courage de se tenir debout devant les géants du Web. Quand est-ce que le fédéral va avoir le même courage?
L'honorable ministre. Monsieur le Président, une chance, Monsieur le Président, que le chef du Bloc et plus le président de la DIS, parce que la DIS, hier, a dit que c'est un soulagement immédiat avant une solution permanente. C'est sûr qu'on va s'attendre, avec la loi C11, que les gens et les géants du Web payent leur juste part. Merci. L'honorable député de Drummond. Ce qui est aussi revenu après pour dire que ça ne remplaçait pas une solution permanente. Tout le milieu culturel réclame une solution à long terme qui passe par la contribution des plateformes numériques comme Netflix et Amazon Prime. En attendant, Ottawa les exempte encore. Et ils se tournent vers les contribuables pour compenser à hauteur de 600 millions de dollars. Monsieur le Président, ça fait 25 ans qu'on parle de ça. Il n'y en a pas de solution pour l'avenir de la culture sans la juste part des géants du Web. Cette décision-là, c'est clairement une capitulation, une autre, face aux milliardaires du numérique au détriment de la culture québécoise. Qu'est-ce que ça va prendre pour que le ministre de la Culture défende la culture? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le Bloc québécois est passé maître dans l'art de donner des leçons, Monsieur le Président, mais ils n'ont aucune leçon à donner. Quand on négociait le budget et qu'on cherchait leur appui, aucune demande du Bloc québécois pour la culture. Quand venait le temps de voter pour le budget avec 750 millions en culture, le Bloc a voté contre. Maintenant qu'on annonce 600 millions, une décision qui est saluée par la DIX, par le milieu culturel, Monsieur le Président, pour soutenir nos artistes, pour soutenir notre milieu culturel, pour soutenir notre souveraineté culturelle, encore une fois, le Bloc s'y oppose. L'honorable député de Calgary-Est. Le seul dirigeant du G20 à avoir plongé son pays dans la récession, c'est ce premier ministre libéral. Il force 2,2 millions de Canadiens qui se tournent vers les banques alimentaires à payer ces somptueux repas pendant 3 vols. En fait, il a dépensé plus pendant ces 3 vols qu'une famille dépense en épicerie pendant une année. Il oblige les Canadiens à faire des sacrifices pour qu'ils puissent se gaver de crème brûlée. Va-t-il se lever et nous dire s'il s'agit d'une récession technique ou d'une récession libérale à part entière? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je suis ravi puisque nous avons eu un échange au Comité des finances ce matin sur cette même question. Lorsque le premier ministre se rend à l'étranger, il revient au Canada et informe ses ministres des débouchés économiques et des investissements qui feront suite à ce voyage, et cela nous garde très occupés. J'espère que le premier ministre voyagera davantage, puisque cela voudra dire plus d'infrastructures, plus de ports, plus de chemins de fer, plus de ponts. Nous allons construire un Canada fort, et nous allons bien construire, Monsieur le Président. L'honorable député de Calgary-Est. Lorsque le premier ministre se rend à l'étranger, il se gave à hauteur de 200 000 $ pour des repas somptueux à bord de son avion. C'est vrai, il y a eu beaucoup de faux accords, beaucoup de poignées de main, mais très peu d'investissements. C'est pourquoi le Canada est en pleine récession. Le gouvernement libéral n'a rien fait pour les Canadiens ordinaires. C'est pourquoi 2,2 millions de Canadiens vivent dans l'insécurité alimentaire au Canada et que des centaines de milliers ont perdu leur emploi dans les premiers mois de cette année. Donc, le premier ministre peut-il nous dire quel est le plan pour sortir de cette récession libérale? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis certain que les Canadiens qui nous écoutent aujourd'hui en ont marre du dénigrement du Canada que l'on entend de la part des conservateurs. Le Canada est un grand pays. Nous avons la main-d'œuvre la plus qualifiée au monde. Nous construisons des avions, des voitures, des navires. Nous avons des minéraux critiques dont le monde a besoin. Nous avons une abondance d'énergie. Nous sommes le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Nous allons construire un Canada fort. Nous allons le construire ensemble. Nous allons avoir l'économie avec la deuxième plus forte croissance du G7, Monsieur le Président. L'honorable député de Barrie-Sud-Innisfil. La seule chose que les libéraux construisent, c'est plus de dettes et plus de déficit. Le premier ministre a fait en sorte que le Canada est le seul pays du G20 en récession. Les Canadiens se font dire de faire des sacrifices. Savez-vous qui n'en fait pas? Le premier ministre et ses initiés libéraux. Des documents récemment publiés révèlent que 200 000 $ ont été dépensés en nourriture pour seulement 3 vols, dont 18 000 $ pour du saumon sur un seul vol. C'est plus que ce qu'une famille moyenne dépensera à l'épicerie en 2026. Les aînés font la queue aux banques alimentaires, les familles en paient le prix pour les échecs de ce premier ministre. Donc, le premier ministre peut-il nous dire si nous sommes en récession technique ou en vraie récession? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, une nouvelle. Lorsqu'on regarde les dépenses des chefs pour 2024,
J'ai bien hâte d'avoir les chiffres pour 2025 puisque nous nous souvenons ce qui s'est passé. Il y a un été assez occupé à Stornoway. En 2024, monsieur le chef de l'opposition a dépensé 8,8 millions de dollars et cela au sein du bureau du chef de l'opposition, un bureau qui n'a pris aucune décision. Pendant ce temps, le chef libéral a dépensé 4,1 millions de dollars. Donc, c'est 2 fois plus. Les conservateurs ont des comptes à rendre. L'honorable député de Barrie Sud Innisfil. Eh bien, attendez quand on sera dans le bureau du premier ministre, Monsieur le Président. À l'ordre, un instant, à l'ordre. L'honorable député de Barrie Sud Innisfil du début. On vous présentera les chiffres du bureau du premier ministre la semaine prochaine. Le Canada est le seul pays du G20 qui est en récession. C'est peut-être drôle pour les libéraux, mais pendant ce temps, les Canadiens manquent des paiements hypothécaires, les faillites sont à la hausse et 60 % d'entre eux n'ont presque plus d'argent à la fin du mois. Le premier ministre libéral, lui, a dépensé 4 213 $ en crème brûlée à Rome, 3 800 $ en mousse au chocolat à Rome et 593 $ en biscuits au beurre de Normandie. Les Canadiens méritent une réponse honnête. Sommes-nous en récession ou en récession technique? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, 8,8 millions de dollars? Wow! Et cela au sein du bureau du chef de l'opposition? Le député est en Chambre depuis 22 ans. Il n'a jamais occupé un emploi à l'extérieur de la Chambre. Il a dépensé 8,8 millions de dollars. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous avons un plan sérieux pour l'économie. Nous voulons construire une économie qui fonctionnera pour tous les Canadiens. Nous diversifions nos échanges commerciaux. Ici, nous réduisons les impôts, nous investissons dans l'infrastructure et le logement, dans l'aérospatial, la défense. La liste est longue, Monsieur le Président. Nous allons construire un Canada fort. Pendant ce temps, eux peuvent continuer à répéter les mêmes messages. L'honorable député de Newmarket, Aurora. Le Canada est le seul pays du G20 à être entré en récession. Les Canadiens ont du mal à se nourrir à un prix abordable. Une personne sur 4 est désormais dans l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, ce premier ministre a dépensé 200 000 $ en restauration à bord de seulement 3 vols. Il a dépensé 17 000 $ juste pour du saumon. C'est plus que ce qu'une famille dépense en moyenne dans toute une année. Si le premier ministre ne peut même pas contrôler ses propres dépenses inconsidérées, comment les Canadiens peuvent-ils lui faire confiance pour nous sortir de cette récession ou est-ce que c'est techniquement la faute de quelqu'un d'autre? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Logement et des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement fait des investissements importants pour aider les communautés partout en Ontario. Des investissements qui vont créer des emplois pour tous les Canadiens. Nous savons qu'il faut investir en Ontario. C'est pourquoi nous investissons dans Black Creek, dans la plateforme de connexion au centre-ville de Toronto, à Hamilton et dans la centrale nucléaire de Darlington. Des projets en Ontario d'où vient la députée. Nous investissons en Ontario et il est grand temps que la députée se rallie. L'honorable député de Newmarket, Aurora. 94 000 $ pour la nourriture sur un seul vol. Seul un initié libéral n'y verrait pas de problème. C'est plus que ce que 5 familles dépensent en une année pour se nourrir. Le Canada est le seul pays du G20 en récession. Les Canadiens sont en difficulté. Mais si vous faites partie de l'entourage du premier ministre, vous pouvez vous attendre à des repas à 200 000 $. Les cadres fédéraux reçoivent des dizaines de millions de dollars en primes, même s'ils manquent leurs objectifs de performance. Donc, le premier ministre estime que des sacrifices sont nécessaires, mais pourquoi lui et tous les membres de son cercle restreint en sont-ils exemptés, surtout en période de récession? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Nous nous attelons à construire notre pays, à développer notre économie. Il y a 2 semaines, notre gouvernement a annoncé 350 millions de dollars en investissement en infrastructure au Yukon pour avoir des communautés plus fortes dans le Nord. Il y a 3 semaines, nous avons annoncé 61 millions de dollars pour des projets d'Internet à haute vitesse au nord du Manitoba. Il y a 3 semaines, nous avons lancé la construction aux 8 stations le long de du prolongement de la ligne Stanley. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour construire le Canada. Les conservateurs ne font que le dénigrer.
L'honorable député de Bow River. Monsieur le Président, sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. On demande aux Canadiens de se serrer la ceinture, mais le premier ministre, lui, ne peut s'empêcher de dépenser. Au cours d'un seul voyage, les contribuables ont dû débourser plus de 17 000 $ pour du saumon. C'est plus que ce qu'une famille dépense pour se nourrir en une année. Pendant ce temps, le ministre de l'Environnement a déclaré que c'était raisonnable de dépenser près d'1 demi-million de dollars en hébergement de luxe lors d'un voyage au Brésil. Le premier ministre va-t-il cesser de se défiler? Va-t-il nous dire si nous sommes en récession ou simplement en récession technique? L'honorable secrétaire d'État pour le Travail. Le chef conservateur doit nous expliquer les 8,8 millions de dollars de fonds non expliqués en dépenses en 2024. Les conservateurs savent que nous sommes en pleine guerre commerciale, mais nous avons un plan pour construire. Voici des exemples. Le premier accord de GNL avec l'Europe, des milliards de dollars en investissement. La mine de graphite nouveau qui créera des milliers d'emplois dans les métiers spécialisés. Des installations nucléaires en Ontario qui vont créer des milliers d'emplois. Nous construisons le Canada, nous nous battons pour les emplois. J'espère que les conservateurs vont se joindre à nous. Monsieur le Président, on se demandait pourquoi les libéraux n'avaient pas le courage de critiquer le bilan du premier ministre au niveau climatique. Bien, le Toronto Star, il l'explique. Selon des élus libéraux, le premier ministre crie littéralement après ses députés qui lui disent des choses qu'il ne veut pas entendre. Ils n'ont pas le droit de le questionner, ils n'ont pas le droit de lui écrire non plus. Bien, si les députés libéraux abandonnent la lutte climatique, là, c'est-tu parce qu'ils ont peur du premier ministre? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Monsieur le Président, je suis très étonnée de la question de mon aimable collègue, puis je vais partager mon expérience, mon humble expérience de secrétaire d'État à la Nature. Je me suis pas fait crier après. J'ai pas eu besoin d'arracher ma chemise. On a travaillé, on a consulté, on a discuté. J'ai eu plein de collègues ici qui ont travaillé avec moi, alors que je suis dans une circonstance assez nouvelle. Donc, on est capable de travailler ensemble, on est capable de débattre, on est capable d'avancer, puis on fait ça pour protéger la nature, pour développer le Canada dans un Canada uni. Merci. Honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, à l'aube de la saison des feux de forêt, il y a 300 maires et mairesses qui interpellent aujourd'hui le premier ministre sur son bilan climatique et son virage pétrolier. Les représentants de la moitié de la population disent au premier ministre que sa prétention de bâtir le pays, bien, ça doit impliquer de ne pas le brûler. On savait déjà que le premier ministre, il veut rien savoir des groupes écologistes puis du Parlement. On sait maintenant qu'il crie après ses propres députés. Est-ce qu'il va au moins écouter les maires et mairesses ou il va crier après eux aussi? L'honorable ministre de l'Environnement. Comme équipe, on travaille bien et on travaille fort pour lutter contre le changement climatique. Et on voit les résultats. Déjà, avec le rabais pour les véhicules électriques, on a vu la vente des véhicules électriques plus que doubler. On va voir que nous avons des investissements maintenant dans le transport en commun au Québec. On a des investissements dans l'aluminium au Québec pour le rendre même plus vert et créer des emplois. Excellent. Nous avons l'Alto où on met des investissements pour avoir un transport plus vite et plus vert. Et eux, ils sont contre. Nous, on fait le travail et on le fait ensemble. Bravo. L'honorable député de Mégantic-Lérable-Lotbinière. Monsieur le Président, sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être en récession. Pendant que les familles comptent chaque dollar à l'épicerie, le premier ministre libéral, lui, voyage dans le luxe aux frais des contribuables. On parle de crème brûlée à 4 213 $, de mousse au chocolat à 3 800 $, de petites coupes normandes Buttercups, Monsieur le Président, qui coûtent 593 $. Monsieur le Président, les Canadiens coupent dans leur budget. Le premier ministre libéral se paye le grand luxe. Je vais lui poser une question toute simple. La récession qu'il a créée lui-même est-elle technique ou carrément libérale? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce dont il ne parle pas, c'est que demain, près de 12 millions de Canadiens vont recevoir le premier versement de l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels, incluant des milliers dans son comté. C'est le genre de réponse
réponses concrètes que notre gouvernement prend pour aider à rendre la vie plus abordable. C'est le genre de programme que les conservateurs rabaissent ici jour après jour, qui viennent pas nous faire la morale, qui viennent pas nous faire la leçon. Ils se préoccupent pas du tout pour le coût de la vie. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. On se préoccupe pas du coût de la vie, Monsieur le Président. Nous, on est capable au moins de reconnaître la réalité du Canada, la réalité des familles canadiennes, la réalité des mères qui ont de la misère à payer leur épicerie à la fin du mois, Monsieur le Président. Eux sont même pas capables d'épeler le mot récession, Monsieur le Président. Sont même pas capables de le dire alors que le Canada est le seul pays du G20 actuellement en récession. Ça n'a pas l'air de vous faire du mal à vous, mais aux familles canadiennes, à tout le monde, ça fait mal, Monsieur le Président. Pas à vous, Monsieur le Président, je parle au gouvernement. Monsieur le Président, pour les amis libéraux, c'est les primes, 11 millions à la monnaie royale canadienne. Le premier ministre a plongé le pays en récession. Est-elle libérale ou technique? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Pendant qu'ils essaient de fabriquer une crise, nous, on fait les investissements nécessaires pour renforcer nos communautés. Plus de 2,5 milliards de dollars annoncés cette semaine pour des campus postsecondaires, des centres communautaires, des infrastructures partout au Québec. Plus de 1 milliard de dollars sur 3 ans avec le Québec pour moderniser et agrandir nos hôpitaux, les salles d'urgence, incluant dans les communautés rurales. Plus de 6 milliards de dollars pour le transport en commun partout dans la province. Monsieur le Président, c'est ça le résultat concret qu'on fait pour les Québécois et les Canadiens. Merci. Bravo. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, la récession est un concept créé par des économistes. Et c'est eux qui ont défini les critères. Le Canada est le seul pays du G7, du G20, à être en récession. C'était pas inventé, c'est un fait. Les libéraux, au lieu de trouver des solutions, se tuent à faire de la diversion. Quand tu n'es pas capable de reconnaître un problème, tu n'es pas capable de trouver les solutions. Le premier ministre peut-il être honnête et dire aux Canadiens que le Canada est en récession? Excellent! L'honorable secrétaire parlementaire du Monsieur ministre... le Président, les Canadiens veulent qu'on bâtisse une économie plus indépendante, plus résiliente, en partenariat avec les provinces et les territoires et les peuples autochtones. Les conservateurs ignorent tout de ces événements qui se passent dans le monde, dans la géopolitique. Ils dénigrent le Canada. Et nous, on va continuer à bâtir un Canada fort. Et vous savez quoi? Des projets comme Nouveau Monde Graphite, le port de Contrecœur, le train Alto et bien d'autres. Et les conservateurs, ils ont voté contre toutes les mesures pour être capables de faire ça. Honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Je disais, Monsieur le Président, c'est bien de faire de la diversion. Les libéraux sont des experts. Nous sommes en récession. Seuls les libéraux ne l'admettent pas. Ils trouvent des excuses. Le président des États-Unis a le dos large, Monsieur le Président. Le supposé sauveur de l'économie canadienne, notre premier ministre, devrait trouver des solutions car son plan ne fonctionne pas. Ce premier ministre peut-il accepter la situation et admettre que notre pays est en récession? Bravo. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 150 avions chez Airbus, c'est pas de la diversion. Un contrat avec Bombardier pour le Global Eye, c'est pas de la diversion, Monsieur le Président. Nouveau Monde Graphite, la plus grosse mine de graphite des pays du G7, c'est pas de la diversion, ça, Monsieur le Président. Train grande vitesse, Québec-Toronto, Monsieur le Président, c'est pas de la diversion. Monsieur le Président, 2,75 milliards dans le tramway de Québec va avoir des retombées, 10 milliards qu'on vient d'annoncer mardi là, pour la grande région de Québec. C'est certainement pas de la diversion, ça, c'est de l'action, Monsieur le Président. C'est des résultats, c'est très concret. Merci beaucoup. Honorable député de Bellechasse, les Échumins-Lévis. Merci, M. le Président. Sous ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 en récession. C'est pas surprenant, M. le Président. On a 3 trimestres de décroissance sur 4. On a une baisse record de la productivité. Et le chien de garde des finances publiques confirme une probabilité de 99 % que le gouvernement ne respectera pas son ancrage budgétaire, M. le Président. Malgré les multiples avertissements des banques, ce gouvernement continue de causer la dette. Il va emprunter 72 milliards, M. le Président, cette année. Le premier ministre va-t-il enfin cesser de nier l'évidence et admettre aux Canadiens que notre économie est bien et bien en récession, M. le Président? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Moi, je vais enchaîner parce que je trouve que mon collègue
de Québec a été trop humble. Il n'a pas parlé du chantier Davie qui fait son insertion dans la stratégie de construction navale. Il ne parle pas du premier port d'arrivée au port de Québec. Il ne parle pas des développements comme de très grande vitesse dans la capitale nationale à Québec, Monsieur le Président. Le Québec et la Ville de Québec profitent énormément de la croissance, profitent énormément de notre stratégie de bâtir le Canada très, très fort, créer des opportunités, créer des jobs. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, ça va bien à Québec. L'honorable député de Humber River Black Creek. Des millions de Canadiens sont aux prises avec des problèmes de vision et de santé oculaire. Au cours de la dernière législature, j'ai eu le plaisir de voir mon projet de loi d'initiative parlementaire, la loi sur la stratégie nationale en matière de soins oculaires, a été adopté à l'unanimité par la Chambre et le Sénat. Grâce à ce projet de loi, nous mettons l'accent véritable sur la prévention et le traitement des maladies oculaires et nous veillons à améliorer les résultats en matière de santé pour tous les Canadiens. La ministre de la Santé peut-elle indiquer à la Chambre comment notre gouvernement mène une réponse coordonnée à la crise de la perte de la vue? De la Santé. Mr. Speaker. Monsieur le Président, je tiens à remercier la députée de Humber River Black Creek pour son leadership dans ce dossier. Grâce à son projet de loi, nous avons présenté la toute première stratégie nationale en matière de soins oculaires du Canada. Nous avons réuni tous les paliers de gouvernement, des partenaires autochtones, des professionnels de la santé et des personnes ayant une expérience vécue afin d'élaborer une stratégie qui reflète les besoins de tous les Canadiens. La députée a joué un rôle essentiel dans la réalisation de ce projet et j'espère que cette stratégie contribuera à améliorer l'accès aux soins oculaires pour les millions de Canadiens. L'honorable député de Okanagan Lake West South Kelowna. Le Canada est le seul pays du G20 qui est en récession. Shirley, une aînée de ma circonscription qui habite seule, me dit qu'elle ne boit pas d'alcool, elle ne fume pas non plus. Elle a tout simplement un laissez-passer dans la piscine de son quartier. Shirley et ses amis ne voient pas la situation dans leur circonscription s'améliorer. Les libéraux laissent les aînés pour compte. Un nouveau rabais n'améliorera pas la situation. Peut-on dire à Shirley qu'elle ne peut pas boucler les fins de mois parce qu'on est en récession ou plutôt parce qu'on est en récession technique? L'honorable député des anciens combattants. Je remercie mon collègue de nous avoir fait part du vécu de Shirley dans sa circonscription. J'ai des nouvelles pour Shirley. Nous déployons des mesures pour l'appuyer. Shirley pourrait être l'une des personnes pouvant profiter des réductions d'impôts pour la classe moyenne qui aident 22 millions de Canadiens. Elle pourrait également profiter des critères d'admissibilité révisés pour la prestation pour personnes ayant un handicap. Elle pourra également profiter plutôt de la réduction du prix de l'essence à la pompe, qui aura une répercussion pour tous les Canadiens et les Britanno-Colombiens. L'honorable député de Nanaimo Ladysmith. Sous la gouverne de ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être en période de récession. Maria, dans ma circonscription, a travaillé toute sa vie, mais a perdu sa maison car elle et son mari n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Elle a besoin d'aide parce que l'Agence du revenu du Canada a commis une erreur dans son dossier. Elle voulait s'assurer que nous puissions l'aider avant de faire les 20 minutes de route jusqu'à mon bureau, car le prix de l'essence est si élevé qu'elle ne peut pas se permettre de faire un trajet pour rien. De plus en plus, j'entends des anecdotes comme celle de Maria. Le premier ministre peut-il dire à Maria si elle en arrache parce que le Canada est en période de récession ou parce que nous sommes en période de récession technique, que l'on ignore? L'honorable ministre des Anciens combattants. Je remercie ma collègue de l'île de Vancouver. Elle confirme que notre économie est confrontée à des temps difficiles. Nous devons donc parler du secteur de la foresterie, secteur important sur l'île de Vancouver. Cette semaine, nous avons annoncé que nous allons fournir 400 millions de dollars supplémentaires aux agences de développement régional et certains de ces fonds seront versés en Colombie-Britannique pour appuyer nos entreprises. Nous investissons également 130 millions de dollars dans 56 projets afin de transformer le secteur et plus de 50% de ces fonds seront versés en Colombie-Britannique. Nous appuyons ainsi les Britanno-Colombiens. L'honorable député de Elmwood, Transcona.
Monsieur le Président, sous la gouverne de ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à entrer en période de récession. Et il y a eu beaucoup d'attention médiatique qui ont inventé toutes sortes de définitions pour décrire le bilan des libéraux. Mike m'a demandé de faire part de son expérience avec vous tous. Il est un père de famille qui, après avoir travaillé des heures supplémentaires, n'arrivait pas à boucler les fins de mois. Est-ce que le premier ministre peut expliquer à Mike la différence entre une récession et une récession technique? Parce que lui, il n'arrive quand même pas à se payer à l'épicerie. L'honorable ministre des Affaires du Nord et du Développement de l'Arctique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. J'aimerais savoir s'il a voté en faveur des mesures pouvant appuyer ce commettant dans sa circonscription. Non. A-t-il voté pour appuyer la formation du Sceau rouge? A-t-il voté pour appuyer les réductions des taxes lorsque l'on fait le plein d'essence ou encore pour appuyer les produits d'alimentation dans les écoles? Voici les mesures que les libéraux déploient pour appuyer les Canadiens et les Manitobains dans sa circonscription. Et lui, il s'oppose à toutes ces mesures. L'honorable député de King Vaughan. Sous la gouverne de ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être entré en récession. J'ai discuté avec Rosa de Vaughan, une aînée vivant seule qui n'arrive pas à se permettre une maison, qui loue une chambre chez sa cousine en raison de la crise d'abordabilité créée par ce gouvernement. Après une vie de travail acharné, Rosa est sur une liste d'attente, mais il faudra attendre une dizaine d'années avant qu'un logement ne se libère. Est-ce que les libéraux peuvent expliquer à Rosa la différence entre une récession, dis-je, et une récession technique? L'honorable secrétaire parlementaire. Bon, voici ce qu'on ne fera pas. Pour les aînés, on ne proposera pas, en tant que politique centrale pour les aînés, de sabrer dans leur fonds de retraite, comme l'a proposé les leaders de l'opposition. Et pour le logement, la question est très sérieuse. On a besoin de plus d'unités de logement et c'est pourquoi notre gouvernement travaille avec tous les paliers de gouvernement pour rectifier la situation. L'économie canadienne est confrontée à des soubresauts. Il y a eu une guerre commerciale à laquelle nous sommes confrontés. Nous serons là pour appuyer les Canadiens qui traversent ces temps difficiles. Si les conservateurs proposent de bonnes idées, nous sommes tout ouïs, mais entre-temps, nous sommes là pour appuyer les Canadiens. L'honorable député de Saint-Jean-Sainte-Croix. Sous la gouverne de ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Tous les pays sont confrontés à des droits de douane et à la hausse des prix de l'énergie, mais ces libéraux ne cessent de commettre les mêmes erreurs. Leurs dépenses déficitaires et leur réglementation zéro émission nette détruisent des emplois et font grimper le coût de la vie. Pour Carole, dans ma circonscription, cela signifie qu'elle n'a plus les moyens de se rendre au travail tous les jours. Et Jackie doit travailler, elle, à temps plein, alors qu'elle est une personne âgée. Je veux que le premier ministre dise à Carole et Jackie, est-ce qu'elles ont du mal à joindre les deux bouts au quotidien parce que le Canada est en récession ou parce qu'il s'agit tout simplement d'une récession technique, que ce n'est rien de très grave? L'honorable secrétaire d'État des institutions financières. Je crois que le député d'en face de la circonscription avoisinante à la mienne mérite mon respect. J'étais à Grand Manan dans sa circonscription il n'y a pas si longtemps et j'ai annoncé du financement de quelques millions de dollars pour les ports pour petits bateaux dans sa circonscription à lui. Il appuie certainement ces mesures-là. Les libéraux souhaitent construire une économie robuste pour tous les Canadiens. Nous concluons des ententes commerciales, générons des millions d'emplois. Nous prenons l'économie au sérieux. Les conservateurs, eux, non. L'honorable député de New Tecumseh-Gwillimbury. Sous la gouverne de ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être entré en récession. Ce soi-disant génie de la finance a créé une économie en forme de K où les riches, les banquiers, les détenteurs d'obligations s'enrichissent alors que les travailleurs canadiens sont de plus en plus laissés pour compte. Les libéraux peuvent se permettre de dire, bon, quelle récession, parce qu'ils ne sont pas touchés par la flambée des factures d'épicerie et des hypothèques. Pourquoi ce premier ministre dit-il aux Canadiens qu'ils sont techniquement au chômage, techniquement affamés ou encore techniquement sans abri? L'honorable secrétaire parlementaire des ministres de l'Emploi et de la Famille. Monsieur le Président, j'ai des bonnes nouvelles pour les commettants de ce député. Demain, plus de 27 000 commettants du député d'en face recevront la prestation canadienne pour l'épicerie.
une prestation libre d'impôt, 530 $ dans les poches d'un ménage de 4 personnes. Cela rend la vie plus abordable pour les Canadiens dans la circonscription de ce député, l'honorable député de New Tecumseh-Gwillimbury. Le coût de la vie est si élevé que la vie est mise en suspens. C'est la véritable récession libérale où les gens n'ont pas les moyens de profiter de la vie, de créer des souvenirs ou de poursuivre leurs rêves. Ils passent plutôt tout leur temps à traverser des temps difficiles. Voilà les conséquences de 11 ans de gouvernement libéral et de leur politique économique ratée. Plutôt que de dire aux gens qui ont du mal à joindre les deux bouts « tout va bien », le premier ministre va-t-il admettre que la véritable récession créée par les libéraux nuit aux Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire. Pensons aux conséquences des politiques conservatrices. Conséquences pour les Canadiens dont parle le député. Des familles qui n'ont pas de garde d'enfants, qui n'ont pas de prestations dentaires, qui n'ont pas accès aux programmes d'alimentation dans les écoles, des familles qui ne profitent pas des réductions d'impôts pour la classe moyenne. Voilà les politiques que met en place notre gouvernement, parce que nous appuyons véritablement les Canadiens. L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. Sous la gouverne de ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 à être entré en récession. Les Canadiens peuvent reporter l'achat d'une voiture ou d'une maison. Cela nuit également à l'économie, mais ils ne peuvent pas cesser d'arrêter de la nourriture. Les familles doivent faire des économies à l'épicerie. Ils fréquentent de moins en moins les restaurants et le secteur agricole est confronté à la hausse du coût de financement. Les experts préviennent que l'économie alimentaire canadienne ne peut pas échapper à une économie nationale en déclin. Pourquoi le gouvernement se contente-t-il de regarder la compétitivité et la productivité du Canada s'éroder? S'agit-il d'une récession technique ou techniquement d'un échec de leadership? L'honorable. Un instant. L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci. J'ai beaucoup de respect pour mon honorable collègue. On parle souvent de la transformation dans son secteur, surtout près de Leamington. Il y aura des investissements importants à Leamington et il en est bien au courant. Ideal Can sera bientôt une entreprise canadienne à utiliser l'aluminium et l'acier du Canada et se retrouvera dans sa circonscription. Nous continuerons d'investir dans le secteur de la transformation et de l'agriculture. Des entreprises de transformation d'emballage alimentaire et d'autres pourraient investir des milliards de dollars au Canada. L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. Monsieur le Président, finalement, on passe à l'action, mais la crise de la productivité du Canada, ce n'est rien de nouveau. Les investissements faibles non plus, et le déclin de la concurrence non plus. Voilà les conséquences d'années de politique mal avisée des libéraux. Comme l'a récemment averti Sylvain Charlebois, la plus grande menace pour l'économie alimentaire du Canada n'est pas une récession. C'est l'illusion que quelqu'un d'autre est responsable de notre déclin économique. Est-ce que le premier ministre libéral prévoit renverser ce déclin ou est-ce qu'il veut tout simplement inventer une nouvelle définition de récession? L'honorable ministre. Merci. Je remercie l'honorable député de sa question qui me donne l'occasion de parler un peu des investissements directs étrangers. Imperial Oil investit des milliards de dollars. Kraft Times investit d'autres millions de dollars à Montréal. Bayers, 45 millions dans la recherche du canola à Winnipeg. Frenera, géant de la crème glacée, a davantage d'opérations canadiennes. Mars Canada investit des millions de dollars en Ontario. Coca-Cola investit 141 millions de dollars à New Brampton. Et j'en passe. Ils ont pleinement confiance qu'ils peuvent brasser des affaires au Canada. Pourquoi les conservateurs ne sont-ils pas aussi confiants? L'honorable député de Dorval-Lachine-LaSalle. Les conservateurs adorent dénigrer l'économie, les industries et les travailleurs canadiens. Ils ignorent complètement les difficultés historiques auxquelles nous sommes actuellement confrontés et les résultats concrets de notre plan. Au lieu de ces slogans partisans mesquins et de ces discours catastrophistes,
Le ministre des Finances pourrait-il rétablir la vérité sur l'état de l'économie canadienne, s'il vous plaît? Merci. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, une question. C'est rafraîchissant pour les Canadiens et Canadiennes d'entendre une bonne question comme ça, Monsieur le Président. Exactement. Et je veux remercier ma collègue qui fait un travail extraordinaire. Comme ma collègue de Trois-Rivières le dit, Monsieur le Président, les gens qui nous écoutent comprennent, on fait des investissements générationnels pour appuyer l'économie canadienne dans l'infrastructure, dans le logement, dans la productivité et l'innovation, dans la défense. Mais, Monsieur le Président, demain, c'est le 5 juin. 12 millions de Canadiens et Canadiennes vont recevoir l'allocation canadienne pour l'alimentation et les besoins essentiels. Monsieur le Président, on sera toujours là pour les Québécois, on sera toujours là pour les Canadiens. On va défendre notre industrie et on va défendre l'ensemble du pays, Monsieur le Président. L'honorable député de Brantford, Brant Sud, 6 nations. Les Canadiens en ont ras-le-bol de voir des criminels violents bénéficier d'une chance après l'autre, tandis que les victimes en paient le prix. Un non-citoyen a commis plusieurs crimes violents en 2019. 7 ans plus tard, il se trouve toujours au Canada. Il a commis 2 vols à main armée et a frappé une autre victime avec son pistolet. Pourtant, ces libéraux continuent de le protéger contre l'expulsion ou l'interdiction de territoire. Les conservateurs se sont battus pour mettre fin aux réductions de peine accordées aux criminels dangereux. Les libéraux ont voté contre ces mesures. Pourquoi les libéraux se soucient davantage de protéger les criminels violents contre l'expulsion que de protéger les Canadiens contre les criminels violents? L'honorable ministre de la Justice. Il est difficile de prendre ces accusations au sérieux, surtout de la part d'un député, il y a quelques heures encore, s'opposait aux efforts d'accélérer l'adoption de la loi de la protection des victimes. Nous avons entamé l'une des réformes judiciaires les plus importantes pour renforcer le prononcé de la peine, de la mise en liberté sous caution et de la protection des victimes. Pour ce qui est de l'enjeu qu'il soulève, il sait que l'on n'exige pas de tenir en compte le statut d'immigration. On a pleinement confiance envers la magistrature qui appliquera la loi en mettant en place les peines nécessaires, ne faisant fi, dis-je, de la politique. L'honorable député de Brantford, Brant Sud. Les Canadiens continuent de voir des délinquants violents bénéficier des peines allégées, d'échapper à l'expulsion et de rester dans ce pays après année et année. À Kitchener, un non-ressortissant a étranglé sa femme devant leur enfant et a plaidé coupable. La victime et son enfant vivent désormais dans un refuge. Lui reste au Canada. Sous ce gouvernement libéral, les délinquants violents bénéficient de peines allégées, des renvois reportés et d'une succession infinie de secondes, troisième, quatrième chances. Les victimes, elles, n'ont droit qu'à des excuses. Quand ces libéraux cesseront-ils de se plier en 4 pour aider les criminels violents à éviter l'expulsion? Et quand commenceront-ils à défendre les victimes une fois pour toutes? L'honorable ministre. Sauf dans la situation en question, nous devons bien entendu condamner les crimes haineux et violents, surtout lorsque les récidivistes commettent ces crimes. Comment souhaitons-nous agir? Les libéraux souhaitent avancer en mettant en branle des réformes importantes, les réformes les plus importantes depuis des décennies, qui comprendront des conditions plus importantes pour la mise en liberté sous caution, des peines plus sévères pour les criminels liés aux crimes violents et donner des outils nécessaires pour que les juges prennent des décisions adéquates. Lorsque l'on commet des crimes graves, des peines tout aussi sévères doivent être disponibles. L'honorable député de Hamilton-Est, Stony Creek. 2 des 5 hommes accusés d'avoir assassiné un adolescent lors d'un effroyable fusillade lié à la guerre des dépanneuses dans la région du Grand Toronto sont des demandeurs d'asile. Une source de la SFC a déclaré au Toronto Sun que bien qu'elle souhaite expulser ces individus du Canada, l'agence se heurte à d'innombrables obstacles pour y parvenir. Le ministre ne fait rien pour veiller à ce que les ministères puissent expulser les non-citoyens qui commettent des crimes graves, comme le meurtre. Les habitants de Stony Creek et tous les Canadiens veulent savoir et exigent de savoir pourquoi. L'honorable secrétaire parlementaire. Lors de cette législature, les conservateurs entravent des réformes au système de justice canadien et continueront de le faire. Ils devraient écouter leurs commettants qui souhaitent que de réelles réformes puissent s'opérer. Ils devraient passer en revue la rétroaction qui leur a été faite de la part des chefs de police de leur circonscription qui demandent que le gouvernement agisse en ce qui concerne l'enjeu des non-résidents ou des non-citoyens. Il sait très bien, ou devrait le savoir, du moins qu'en 2013, la Cour suprême du Canada a clairement établi que les tribunaux et que les juges en particulier peuvent tenir compte du statut d'immigration d'une personne, mais que cela n'a aucune incidence sur le prononcé de la peine.
L'honorable député de Victoria. Monsieur le Président, partout en Colombie-Britannique, les travailleurs et les collectivités savent à quel point le secteur de la foresterie est important pour l'économie. Alors que les ministres canadiens de la foresterie se réunissent cette semaine à Langford, sur l'île de Vancouver, l'honorable député a une question et mérite qu'on l'écoute. Vous avez terminé. L'honorable député peut reprendre du début. Monsieur le Président, partout en Colombie-Britannique, les travailleurs et les collectivités savent à quel point le secteur de la foresterie est important pour l'économie. Alors que les ministres canadiens de la foresterie se réunissent cette semaine à Langford, sur l'île de Vancouver, pour discuter de l'avenir de la foresterie, les travailleurs sont confrontés à des droits de douane américains injustifiés sur le bois d'œuvre résineux et des conditions qui nous obligeront à rendre notre secteur forestier plus compétitif. La ministre de l'Industrie peut-elle expliquer à la Chambre les mesures qui ont été déployées par notre gouvernement en collaboration avec les provinces et les territoires pour renforcer le secteur et les travailleurs d'un océan à l'autre? L'honorable ministre de l'Industrie. Merci. Je tiens à remercier mon collègue de Victoria pour sa question importante et pour son travail tout aussi important. Le secteur forestier est victime des droits de douane illégaux et injustifiés imposés par l'administration américaine. Et c'est pourquoi la ministre des Ressources naturelles et moi-même établissons un plan pour appuyer le secteur. La ministre des Ressources naturelles, le ministre travaille avec ses homologues provinciaux en Colombie-Britannique. Nous travaillons également pour les appuis en liquidité, plus d'1 milliard de dollars pour le secteur de la foresterie. Nous serons là pour appuyer les travailleurs. L'honorable député de Thornhill. Plus tôt aujourd'hui, les libéraux ont comparé les salaires et les bureaux et les voyages en classe économie des conservateurs au prix d'un jus d'orange de 850 $. Tout cela se rajoute aux 250 millions de dollars qu'il a dépensés pour son bureau personnel, 30 % de plus que le leader de l'opposition officielle. Les Canadiens ont à se serrer les ceintures parce qu'il est le seul leader du G20 qui a fait en sorte que notre pays se retrouve en récession. Ne devrait-il pas lui aussi se serrer la ceinture? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. On a la réponse à la question, paraît-il. Quand les conservateurs vont-ils changer la question après 38 questions qui reprennent la même rengaine? Un leader qui a passé tout l'été à Stornoway alors que les contribuables canadiens ont eu à débourser 2 millions de dollars pour qu'ils reviennent finalement à la Chambre des communes. Je ne peux pas répondre à toutes les questions du leader de l'opposition. Leurs députés ne le peuvent pas non plus. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. La stratégie de ce gouvernement en matière d'IA expose dangereusement les Canadiens. Si cette technologie peut présenter des avantages, elle nécessite de toute urgence une réglementation efficace et des garde-fous solides. Nous savons que l'IA favorise la surveillance de masse, facilite la fraude et menace l'emploi. L'IA consomme d'énormes quantités d'eau et d'énergie. Les enfants sont pris pour cible. Ce sont là des menaces bien réelles et pourtant les libéraux ont mené une consultation superficielle à la va-vite et reprennent les arguments des milliardaires du secteur technologique. Pourquoi ce gouvernement précipite-t-il une stratégie imprudente en matière d'IA sans garantir de véritable protection aux Canadiens? L'honorable secrétaire d'État. Merci. L'IA pour tous fait partie de notre plan pour que l'IA fonctionne pour les Canadiens. Les avantages de l'IA afin d'appuyer les Canadiens pour favoriser l'accès aux soins de santé, assurer la sécurité des collectivités et offrir de meilleurs services publics. Notre stratégie repose sur de nombreux piliers. La confiance afin que tous soient protégés, les opportunités égales pour tous afin que les Canadiens puissent profiter pleinement de l'IA et ensuite le contrôle souverain. Le Canada va pouvoir prendre ses propres choix en matière d'IA. Voilà le plan pour le Canada et nous prenons soin des Canadiens. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci. Ce slogan, l'IA pour tous, je me demande s'il fera mouche à Tumbler Ridge. Une petite pause. Je vais demander à la députée de reprendre.
des vies auraient pu être sauvées si on avait assuré de meilleures protections. Je me demande si, malgré les avantages de l'IA, pourquoi est-ce que cette stratégie offre davantage de promotion que de protection? Est-ce que le premier ministre prendra compte de l'avis du pape Léo XIV? On doit désarmer l'IA. L'honorable secrétaire d'État. La confiance est au cœur de tous les aspects de notre stratégie sur l'IA. Le gouvernement adopte plutôt une approche en plusieurs plans. Nous allons lutter contre les cybertrucages et nous tenons compte de nombreux de Canadiens. Le projet de loi C-24 ou C-25 plutôt protège nos institutions démocratiques et nous souhaitons proposer des projets de loi sur l'utilisation sécuritaire des médias sociaux afin de protéger les données des Canadiens. Nous lançons un programme de certification de confiance sur l'IA et nous protégeons les Canadiens. Cela demeure notre principale priorité dans l'élaboration de la stratégie. Merci. Ça termine. The honorable member. La députée de Saanich Gulf Islands, Monsieur le Président, mes collègues m'ont avisé que lorsque j'ai commencé à poser ma question, j'ai entendu le nom de ma circonscription, j'ai commencé à poser ma question, mais le micro n'était pas ouvert. Et je connais la réponse de l'honorable secrétaire parlementaire, mais est-ce que je peux répéter ma question? Alors, Monsieur le Président, je me demande si le slogan « L'IA pour tous » va être bien accueilli à Tumbler Ridge pendant que, en ce moment, il y a des procédures judiciaires qui ont été lancées par les familles car les enfants n'ont pas été protégés. Le secrétaire d'État au sport. Nous compatissons avec les proches des victimes de Tumbler Ridge. Et, Monsieur le Président, nous allons faire tout ce que nous pouvons, y compris la collaboration avec les sociétés de l'IA et faire avancer les choses pour s'assurer que cela ne se produise plus au Canada. Nous faisons avancer ce projet de loi et la confiance est au cœur de nos interventions pour protéger les Canadiens. Ceci met fin à la période des questions.